Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre bilan avec les 3 joueurs autour desquels Christophe Galtier construit son équipe, sa tactique. J'ai nommé les 3 de devant, Messi, Neymar et Mbappé et la MNM qui après une première année compliquée au niveau du trio, je ne parle pas personnellement, Mbappé marchait sur l'eau, pas de problème. Cette saison, chacun fait ses statistiques personnelles. Et ça se ressent sur le niveau du trio car ils sont tous un petit peu interdépendants. Il y a des déplacements bien huilés, des statistiques, une entente exceptionnelle entre les trois. Et donc on va revenir sur chacun de leurs débuts de saison parce qu'ils sont tous dans un rôle bien précis et qui a évolué bien évidemment, comme Mbappé avec son fameux pivot game. Commençons avec Messi, le plus vieux, sûrement le meilleur joueur de tous les temps, qui nous rejoint donc en 2021. Après de nombreuses semaines à croire qu'il allait pouvoir rester au FC Barcelone, au final, il le lâche, il vient chez nous, pas de problème. Intégration compliquée avec Pochettino qui ne construit pas son équipe autour de lui, l'isole sur le côté. Il change de vie, bien sûr, c'est une phrase bateau, mais qui est ô combien juste. Toujours prendre en compte le fait que c'était son premier déménagement depuis 20 ans, le premier déménagement de sa famille. Lui, ok, quand il avait 12-13 ans, il a traversé l'Atlantique, mais sa famille, ses enfants, sa femme et tout ça, c'était une nouvelle vie à Paris, bien évidemment, qui n'est pas Barcelone. Tout ça est à prendre en compte, comme le Covid qu'il se prend en janvier, parce que c'était un moment où il a réussi à se créer une espèce de mini-dynamique positive. Je parle en termes de performance, il commençait à faire des statistiques, à être un peu plus à l'aise, et bam, Covid très dur. Comme Pablo Sarabia en 2020, ça l'a un petit peu tué sur la fin de saison. Au final, il y a eu des sifflets, ça, on ne cessera jamais de le répéter. Enfin, le virage Auteuil a sifflé Lionel Messi, le plus grand joueur de tous les temps. Et même si, bien évidemment, la saison dernière, il n'était pas exempt de tout reproche. Comme tout le monde, il a coulé au Santiago Bernabéu. Enfin, ça faisait que 8 mois qu'il était là, pardonnez-moi, mais ahurissant. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Cet été, il n'y a jamais eu question de départ pour lui. Le club lui a toujours fait confiance parce que de l'autre côté, je pense qu'en termes de marketing, il y a un impact qui est absolument monstrueux en fait. D'un côté, tu as Neymar qui était sur la pente un petit peu descendante. Mbappé qui est sur la pente ascendante, mais à l'international, n'a pas le rayonnement de Lionel Messi tout simplement, qui est extraordinaire. En Amérique du Sud, même en Asie, c'est complètement fou. Donc, d'un point de vue marketing, et ça pourrait expliquer sa future prolongation en juin, c'est l'atout numéro 1 du club aujourd'hui. Alors, après donc cette première saison compliquée, il revient, changement d'entraîneur, et bam, 12 buts, 14 passes décisives en 19 matchs, toutes compétitions confondues, trophée des champions inclus, exceptionnel Lionel Messi, des matchs de très très haute volée comme l'aller contre le Benfica, le match contre Lyon, la victoire 1-0 où il marque très rapidement dans le match. Contre le Maccabi, pareil, énormissime contre 3. Il prend les clés du match avec sa fameuse frappe arrêtée un petit peu, voilà, pas pour autant impuissante, puisqu'elle termine complètement les filets, c'est à 2 doigts de les fracasser, de les déchirer complètement. Exceptionnel, bien sûr. Le système à 3 lui convenait. Dans le 4-3-1-2, il a eu besoin d'un temps d'adaptation qui s'est situé sur le Classico, qui globalement il le loupe parce qu'il y a eu des matchs aussi où il a été un petit peu en dedans, mais de toute façon en fait c'est Messi, c'est joueur émotion quoi. C'est pas les statistiques, c'est pas le robot, le joueur NBA, non. C'est quelqu'un qui va, oui, sur un match et peut-être même dans un match et peut-être sur plusieurs matchs, va avoir des moments où tu as l'impression qu'il est un petit peu ailleurs, et d'autres où il va complètement surclasser l'adversaire et puis même ses partenaires tout simplement, parce que quand il a le ballon au pied, qu'il est capable d'accélérer comme il le fait en ce début de saison avec le jus, bien évidemment, grosse différence avec 2021-2022. J'ai oublié aussi de noter la Copa América qu'il remporte juste avant de rentrer chez nous, d'arriver chez nous, c'était quand même une sacrée libération pour lui. Encore une circonstance atténuante, bien évidemment. Voilà, quand il est sur des temps forts, il a retrouvé son tranchant dans la surface et aux abords. Ces fameuses passes en profondeur, soit à ras de terre, qui sont
très tranchante, ou alors dans les airs, comme il l'a fait contre Brest, comme il l'a fait ce week-end contre Auxerre, qui sont un petit peu claqués, fouettés, avec un ballon qui part tout de suite à la verticale, exceptionnel, du délice tout simplement, ça lui colle au pied, il est sensationnel et comme je le dis souvent, c'est quelqu'un en fait, Messi, que je n'aime pas analyser parce que faut juste regarder. Faut juste regarder et quand tu es supporter du PSG, il a signé chez nous et depuis 1 an et demi, tu prends clairement la mesure en fait du poulet que les Catalans ont eu pendant 15-18 ans tout simplement parce que c'est extraordinaire tout ce qu'ils ont mangé sur la dernière décennie avec lui. Nous, on en profite. Mais rendez-vous compte, il a 35 ans, ça fait que 3 mois qu'on en profite. Et là, si tu fais des compilations, mais t'as l'impression que si c'est un joueur lambda, même sur 10 ans de carrière au club, il fait pas tous les gestes qu'il a fait depuis le mois d'août, Messi. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc vraiment extraordinaire. Maintenant, aujourd'hui, la question n'est pas d'analyser sa première partie de saison, mais essayer de se projeter sur l'après-Coupe du Monde. Et en fait, j'ai pas envie de répondre à cette question parce que c'est un parti pris extraordinaire. En fait, pour moi, il y a trop d'inconnus. Voilà, trop d'inconnus. Je suis juste certain d'une chose. Je pense que le club va le prolonger. D'abord parce que ses performances sont bonnes aujourd'hui. Bien sûr, c'est le taulier technique, évidemment, de l'équipe par moment, même s'il se relaie un petit peu avec Neymar. En termes de marketing, comme je l'ai dit, extraordinaire. Et donc, on va le prolonger pour ces deux raisons-là. Parce que, voilà, on sort du Covid, on a des déficits monstrueux sur les dernières saisons. Et lui nous aide un petit peu à les amortir, à les amoindrir. Donc, on va le prolonger, je pense. Objectivement qu'on va le prolonger. Maintenant, subjectivement, moi, je conditionne sa prolongation à la double confrontation contre le Bayern, où je l'attends, mais je sais de toute façon, je l'ai dit dans une vidéo, je compte sur le duo Neymar-Mbappé en Ligue des Champions. Voilà. Il n'y a que ces deux mecs-là qui, pour moi, sont des valeurs sûres sur une double confrontation. Leur duo. Maintenant, Messi, bien sûr, qui peut faire une masterclass absolue, et c'est ce qu'on souhaite, mais c'est un petit peu son petit défaut depuis sa signature, et on va déjà avoir un premier ordre d'idée sur la Coupe du Monde qui va sortir avec l'Argentine, sa capacité à se hisser au niveau quand l'intensité est maximale en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que j'attends le match contre le Bayern et un potentiel quart de finale, un potentiel parcours en Ligue des Champions pour voir un petit peu son apport dedans, parce que c'est quelqu'un qui est titulaire, ok, qui fait les statistiques et qui est là, bien évidemment, au quotidien, qui pose pas de problème. Et on notera encore une fois sa modestie incroyable, surtout à un moment où son éternel rival fout le feu un petit peu à Manchester United. Vous me direz, à raison, bien évidemment, hein. En fait... c'est un peu comme Mbappé, ce qui se passe avec Ronaldo en ce moment. Sur le fond, il a raison. Sur la forme, peut-être pas la meilleure manière de le faire, quoi. Juste avant la Coupe du Monde et tabasser comme ça dans les médias. Maintenant, il y a une dimension personnelle dans cette affaire Ronaldo qu'il faut absolument prendre en compte. Son garçon, sa fille, visiblement, qui était malade au moment de la reprise à United. Donc bon, c'est un sujet sensible, pas celui de la vidéo. Et dans tous les cas, tout ça pour louer la modestie de Messi, qui lui, voilà, n'a jamais pris la parole pour défoncer Pochettino, pour défoncer Mbappé quand il prenait les pénaltys, voilà, pour faire des polémiques. Non, c'est quelqu'un qui n'entache pas le quotidien médiatique, et je pense même au sein de l'effectif, puisque cette saison, il a eu à s'ouvrir. Hein, Paredes, Di Maria et Icardi sont partis, le gang des Argentins terminé, donc il a dû s'ouvrir, il a développé son amitié avec Marco Verratti. On a eu un joli papier du Parisien qui donne des émotions, carrément les larmes aux yeux, quand tu vois que les deux petits lutins sont amis en dehors du terrain, et ça dépasse le foot, ça dépasse leur métier. Et pour ce qui est du terrain, ils sont toujours ensemble, hein, à la sortie du bus, et Messi essaye de convaincre Verratti de tirer un petit peu plus dans le dernier tiers. Donc voilà, qu'il continue comme ça. Maintenant, en fait, pour la suite de la Coupe du Monde, pour moi, ça sert à rien aujourd'hui de dire « Ouais, ils vont vouloir aller chercher le Ballon d'Or. Ouais, s'ils perdent la Coupe du Monde, ils vont avoir envie de revanche. S'ils la gagnent, ils vont vouloir aller chercher le Ballon d'Or. » T'en sais rien, en fait. T'en sais rien, et c'est tellement particulier jouer cette Coupe du Monde en plein milieu de saison avec quasi pas de vacances en fait. Ils n'auront pas de coupure, ils vont rester sur la même dynamique mentale. Est-ce qu'ils vont réussir à la garder? Moi de toute façon, ce qui me fait le plus peur, c'est le niveau mental. Hein. Physiquement, honnêtement, Messi ne court tellement pas qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur l'état physique en fait, de comment il va revenir du Qatar. Par contre, mentalement en fait, et puis surtout quand tu vois, comme je parlais de la Copa América la saison dernière. Bref, Neymar.
Neymar, évidemment, pour moi, c'est probablement le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Parce qu'au-delà des statistiques, 15 buts, 12 passes décisives en 20 matchs, il sort des prestations qui sont exceptionnelles. Et des gens ne seront pas d'accord parce que parfois il pousse un petit peu trop le dribble, il touche trop le ballon et il y a des matchs où il est énorme mais sans faire de statistiques. Par exemple, le match retour contre le Benfica, sa première mi-temps, mais c'est exceptionnel. Contre Lyon, par exemple, il fait pas de statistiques. Enfin, si, je crois qu'il fait la passe décisive pour Messi. Mais voilà, c'est des matchs qui sont absolument éblouissants, des qualités footballistiques énormes en tant que relayeur numéro 10. Voilà, il a retrouvé son rôle un petit peu qu'il avait sous Thomas Tuchel. Il pète un petit peu moins les plombs. Voilà, à part le match aller contre le Maccabi Haïfa. Le retour, je le compte pas parce que il prend un jaune, mais j'ai l'impression qu'il le fait exprès. D'ailleurs, si tu regardes les images, il y a Messi qui va le voir et Messi a un sourire, mais jusqu'aux oreilles. En fait, tu sens que Neymar lui en avait parlé dans les vestiaires et qu'il allait le faire pertinemment, ce jaune. Et au final, on peut dire qu'il a eu raison, même si sa présence à la Juve, je pense qu'elle nous aurait garanti 1 ou 2 buts de plus, et du coup la première place. Bref, dans tous les cas, il est extraordinaire pour l'équilibre, et j'aimerais noter sa régularité sur le début de saison. Messi, c'est le talent, il n'y a pas de mots en fait pour décrire ça. Neymar, c'est la régularité, parce que tous les matchs, il les a pris au sérieux. À part, le dernier contre Auxerre, là, c'est vrai que dimanche, il s'est un petit peu baladé, et puis il est même parti avant la fin du match, mais Brest, en septembre, le match qui sort contre Lorient. Lorient, c'était à 15 jours du début de la Coupe du Monde. Il te sort un match d'une intensité mais énorme et vraiment prendre au sérieux autant les adversaires en Ligue 1 et tout ça. Ne venez pas me dire qu'il se prépare que pour la Coupe du Monde. Il y avait une volonté de se reprendre même avec le PSG, faire les statistiques, écraser tous ses adversaires parce qu'il a eu une mentalité exemplaire sur la première partie de saison. Voilà, il a retrouvé le chemin du but et ça fait toute la différence. On a hâte de voir ce qu'il va donner contre le Bayern. On se souvient de sa double confrontation énorme il y a 2 ans contre eux. Et puis, on lui souhaite le meilleur pour la Coupe du Monde, bien sûr, même si, comme je le disais hier, moi, personnellement, je pense que Détroit, c'est lui qui ne doit pas, pour le club, prendre la Coupe du Monde. Parce que, en fait, si Neymar la prend, c'est ce qui va bousculer le plus l'équilibre dans le vestiaire. Globalement, aujourd'hui, tu as Mbappé qui est au-dessus du club, Messi, qui ferme sa gueule, qui a 35 ans, qui s'en branle un petit peu, qui n'est pas dans ces histoires-là, c'est un petit peu le daron. Neymar, qui s'en branle aussi, mais qui fait beaucoup d'efforts. Donc, il peut attendre des choses en retour. Et s'il gagne la Coupe du Monde, ça va modifier cet équilibre vis-à-vis de Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? S'il gagne la Coupe du Monde, ça veut dire que Messi ne l'a pas, que donc il peut arriver le moral dans les chaussettes, ne pas vouloir prolonger, aller en MLS dès juin 2023. Quand Neymar voudra prendre le leadership, les pénaltys par rapport à Mbappé. Et puis, si Mbappé gagne la Coupe du Monde, globalement, c'est le scénario qui déséquilibre le moins la hiérarchie actuelle, puisque ça reste le patron et puis les 2 autres continuent à se plier, même s'ils se posent la question de leur état mental. Si Messi la gagne, je pense que c'est à peu près pareil en fait. Hein. C'est tellement quelqu'un qui a une legacy incroyable que ils diront rien. Et puis peut-être aussi que ce sera Nuno Mendes qui va ramener la Coupe du Monde, qui sait. Et on lui souhaite, bien évidemment, on le souhaite à tout le monde, hors et après l'équipe de France, bien évidemment. Bref. Voilà pour Neymar. Pour ce qui est de Mbappé, alors il y a les histoires de placement avec Mbappé parce que 20 matchs, 19 buts, 5 passes décisives, il a déverrouillé son compteur passe D après le passage à 4 défenseurs, il l'a motivé bien évidemment avec ces fameuses rumeurs mercato et je ne les enterre pas, attention elles peuvent revenir en juin prochain, peut-être qu'il va vraiment vouloir partir au terme de la saison. Dans tous les cas, il a démarré dans un rôle qui ne lui convenait pas. Comme d'habitude, sur le fond, il avait raison. Le mercato a été loupé. On n'a pas eu le numéro 9. Et heureusement que Messi et Neymar affichent ce niveau-là. Parce que si Messi et Neymar font la saison qu'ils faisaient la saison dernière, on serait bien dans la merde. Parce qu'on n'aurait pas de statistiques. On aurait des titulaires qui boufferaient tout le temps de jeu pour personne. Parce que Neymar et Messi ont un statut. Et surtout parce que derrière, en fait, c'est pas Ekitike ou Carlos Soler qui allaient remplir le rôle. Tu vois ce que je veux dire? Donc là-dessus, on a vraiment eu du cul. Et c'est pour ça que la vraie chance de cet été, c'est pas le mercato, c'est le retour en forme de Neymar et Messi. Parce que dans tous les cas, il aurait fallu, et il faudra à un moment donné, jouer avec un vrai numéro 9. Parce que c'est cool de jouer avec ces 3 joueurs-là, mais il faut aussi avoir des principes techniques et tactiques, essayer de ressembler un petit peu aux autres, quoi. Parce que ça me paraît un petit peu compliqué de continuer sur cette lancée-là. Au moins sur les matchs en Ligue 1. Voilà, après en Ligue des Champions, sur les sommets, bien sûr que, numéro 9 ou pas, ces joueurs sont tellement exceptionnels qu'ils te font gagner un match. Mais maintenant, sur la durée, voilà.
Mbappé avait raison. Sur le fond, sur la forme, je lui en ai voulu. Vraiment, parce que les rumeurs, bon, c'est bien sûr que c'est de son entourage. En plus, on a appris dernièrement qu'il y a eu des défauts de paiement du PSG. Alors, aucun salarié, évidemment, mérite d'être payé pas à l'heure ou pas payé. Bien sûr, ça, peu importe ton niveau de salaire, de revenu, c'est inadmissible. C'est tout à fait condamnable. Maintenant, faire fuiter ce qu'il a fait fuiter dans la presse, compliqué. Je lui en veux un petit peu là-dessus. Et puis, sur son placement, je trouve qu'il s'entête trop, en fait, à aller sur ce couloir gauche. On l'a vu contre Lorient et même contre Auxerre. Alors, même s'il ouvre le score rapidement, le fait de toujours vouloir commencer à gauche, ça fait que, à la conclusion, il n'est pas en position d'occasion. Il ne se crée pas des occasions franches dans la surface. Il a un volume d'occasion qui baisse considérablement. Il fait peut-être plus de passes décisives, mais il faut qu'il soit beaucoup plus réaliste. Parce que dans l'axe, bah voilà, par exemple, les occasions qu'Ekitike a eues contre Lorient, normalement, elles sont pour lui, pour Mbappé. Et puis surtout, il y a Nuno Mendes qui est revenu à gauche pour animer le côté. Donc pas besoin, voilà, fais tes appels dans la profondeur, un petit peu plus depuis le demi-espace, va pas coller la ligne de touche. Et essayer de retrouver la suprématie en Ligue 1, même si bien sûr, bon, il est meilleur buteur et tout ça, il y a quand même, je l'ai dit, des matchs où il est passé un petit peu au travers. Même si en Ligue des Champions, il est tout simplement extraordinaire. Comme je le disais dans une précédente vidéo, pour moi, c'est le seul Parisien qui tire son épingle du jeu en Ligue des Champions. Par exemple, Verratti a pris le bouillon en première mi-temps contre le Maccabi Haïfa quand on s'est déplacé là-bas. Il donne un penalty idiot au Benfica sur le match qu'on doit gagner. Neymar, son match aller contre le Benfica est un petit peu compliqué. Contre le Maccabi aussi, il est un petit peu énervant parce qu'il sort un petit peu de ses gonds par moment, même si à la fin il prend un jaune qui est complètement injuste. Messi a loupé sa double confrontation contre la Juve. Bon, les défenseurs, j'en parle même pas. Hein. Ramos à l'aller contre le Benfica, c'était quand même très très compliqué. Marquinhos aussi contre le Maccabi par exemple. Le match aller, c'était compliqué pour lui, le Brésilien. Donc vraiment, ouais. Même Danilo, qui est plutôt bon sur le début de saison, bah, il met quand même ce but contre son camp contre le Benfica, hein, même s'il est un petit peu malheureux. Donnarumma fait quelques arrêts, mais il fait par exemple une erreur sur le match aller contre la Juve, tu vois. Donc voilà, c'est Mbappé qui tire son épingle du jeu, il est absolument extraordinaire et de toute façon, moi j'ai confiance qu'Mbappé et Neymar en Ligue des Champions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce trio qui, on l'espère, va continuer. Et encore une fois, je le répète, je ne peux pas me lancer dans des débats sur l'après-Coupe du Monde en fait. Impossible de deviner dans quel état ils vont revenir de ce tournoi. Il y a trop d'inconnus, même si bien sûr on a hâte de les retrouver et on va les suivre. Avec attention, hein. Messi qui va jouer l'Arabie Saoudite, je crois. Possiblement Argentine-France en quart ou en huitième. Neymar qui va jouer dans un groupe très relevé. La Serbie... tiens, dans une vidéo, je parlais de mes outsiders pour la Coupe du Monde. Je mettais le Portugal, l'Uruguay, et je mettrais peut-être, mais un cran en dessous des deux premiers, la Serbie, qui est exceptionnelle. Sur chaque ligne, il y a des joueurs qui sont... c'est pas de la classe mondiale, mais c'est des joueurs qui sont quand même en grande forme. À voir comment Vlahovic va revenir de sa pubalgie, mais il y a quand même un nombre de joueurs d'individualité qui sont très bons, qui est quand même assez important. Voilà. En plus, évidemment, du Cameroun. Et le quatrième, c'est la Suisse. La Suisse aussi, peuvent faire quelque chose, même si, bon, je ne les mets pas non plus au rang d'outsider. Bref, bonne soirée à tous. On souhaite le meilleur à notre MNM en Coupe du Monde. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. Et puis, on se retrouve très prochainement. Je pense que la prochaine vidéo sera sur le Mercato. On va parler de tous les jeunes cracks qui sont associés au PSG. Parce que avant, bon, c'était des rumeurs de médias locaux. On pouvait ne pas trop y porter attention. Mais là, je trouve quand même que, avec Luis Campos, qui axe son travail sur la data et donc, en fait, les noms sortent à partir des statistiques, des bases de données qu'il a, et non pas des réseaux d'agents ou des intermédiaires et tout le bordel. Et puis bien sûr, on sait très bien que c'est quelqu'un qui va chercher dès le début. Je pense que c'est quelqu'un qui ne laissera pas à un Brésilien, par exemple, le temps de faire l'étape intermédiaire, on va dire, avant de signer dans le gratin mondial dont le PSG fait partie. Bref, on va se retrouver pour tout ça prochainement. Ciao les amis, bonne soirée et puis prenez soin de vous avant tout.